Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer par faire le lien en attendant là pendant 5 minutes avec effectivement le webinaire de décembre. C'était Françoise qui avait accueilli Claire Baudin, qui présentait la base Demandez à Clara de présence compositrice qui recoupe donc il y avait 2200 compositrices, 500 partitions disponible. Et en fait, elle l'a bien précisé, elle avait déjà bénéficié, cette base, de l'apport de François Leroux. Et donc, il faut comparer les 5550 partitions de compositrices pour voix et piano dans la base demandée à Clara avec les 30 000 partitions de François et aussi les 500 partitions disponibles dans Demander à Clara par rapport aux 30 000 partitions qui en fait sont disponibles chez François. Il faut aller prendre le thé, il faut aller chez lui, mais c'est-à-dire que c'est en fait sa propre collection. Alors je vous en dis pas trop euh, là-dessus, je laisserai effectivement Lucia présenter à la fois cette collection, la première base qu'en avait tirée François, et puis la version actuelle. Mais je vais faire quand même une petite introduction sur pourquoi est-ce qu'on avait choisi d'inviter ces deux personnes, à la fois Claire Baudin et puis François, à nous parler à nous, disons professeurs de chant ou professions associées. Et c'est ce qu'avait expliqué Claire Baudin, c'est qu'il y a une sorte de zone de confort. Le professeur a tendance à tourner dans le cadre de son enseignement avec un ensemble de morceaux assez stable au fil des années, avec quelques petits ajouts bien sûr, mais à se reposer sur un ensemble de classiques pédagogiques. Et c'est d'ailleurs, comme je l'avais mis dans un article d'un de nos derniers journaux, un des rôles des conservatoires, de conserver ces classiques depuis qu'il y a des conservatoires, c'est-à-dire depuis grosso modo 200 ans. Euh, mais même les anthologies, hein, il faut que je mette à jour la page des anthologies sur notre site internet. Ces anthologies ont tendance à reproduire ce système et pas forcément à ouvrir le répertoire. On va retrouver dans une anthologie de Fershab, par exemple, on va retrouver un ou deux airs peu édités et puis des vieilleries, des choses qui en fait n'étaient plus au goût du jour, mais étaient déjà dans des anthologies d'il y a 50, 100, 150 ans. Alors, la pédagogie par projet aujourd'hui, encore un thème de webinaire récent, euh, ou alors la discrimination positive envers les compositrices, bien sûr, sont des moteurs pour élargir nos horizons. Il y a une demande, il y a une curiosité croissante, et nous tous, anciens chanteurs, anciens créateurs de répertoire, nous sommes parfois dépositaires des archives de nos propres professeurs ou de compositrices, de collaborateurs qui nous les confient avec des manuscrits en tout genre. Et je trouvais que c'était l'occasion aujourd'hui, en rentrant un peu dans un travail, euh, de montrer qu'il n'était pas seulement le fait des chercheurs, des musicologues, mais qu'en fait, on avait besoin de travailler ensemble. Je vous présenterai deux autres exemples sur la musique contemporaine avec la basse Brahms. Si on fait des dépôts comme ça au Centre de musique contemporaine, euh, et puis aussi la Société des études marcelines des Bordes-Valmore, et puis le catalogue de Pauline Viardot qui est en train d'être complété, qui est une chose en ligne, pour qu'on comprenne comment s'articule voilà, notre travail d'interprète, de pédagogue avec ces outils que nous partageons en fait avec les musicologues qui ont besoin aussi qu'on vienne interagir. Euh, alors, simplement encore deux, trois mots pour dire quand on veut sortir des sentiers battus, deux problèmes se posent très rapidement. Le premier problème, c'est évidemment comment trouver des mélodies qui ressemblent à celles qu'on utilise d'habitude pour former les élèves. On cherche des choses qui font la même durée, qui sont dans la même tonalité, qui ont à peu près la même étendue, euh, parce que voilà, on est curieux, on veut bien que ça change. Si ça doit être à 5 temps au lieu de 4 temps, pourquoi pas. Mais tout de même, il faut voilà, ça ne peut pas être des choses qui durent 15 minutes pour un premier cycle, parce qu'on a des contraintes en termes ne serait-ce que de durée des cours, voilà. Et puis pour les examens, bien sûr. La deuxième question, c'est comment identifier des morceaux qui ne font pas partie du canon. Et ça peut paraître idiot, mais ça devient vite un problème. Par exemple, sans précision, si je vous dis l'invitation au voyage, eh ben, c'est celle du parc. Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas la seule. Donc,
si vous voulez, avant, il n'y avait qu'une seule passion de bac, il n'y avait qu'un seul Magnificat. J'avais envie de dire, il n'y avait qu'un seul bac. Et ben aujourd'hui, on a besoin d'utiliser les catalogues thématiques pour ne pas se planter entre deux airs de Vivaldi. Ça devient très vite une chose, voilà, c'est quelque chose qui ne se posait pas il y a encore 50 ans et qui graduellement se développe avec Internet. Aujourd'hui, les élèves sont tout de suite sur Deezer, sont en train de comparer des versions, mais peuvent tomber aussi sur des œuvres en fait très très difficiles à trouver parce qu'elles ont été enregistrées par des spécialistes à partir des manuscrits sur des éditions qui ne sont pas publiques. Donc on rejoint très vite des questionnements qui sont propres à 2Z, savoir que l'ouverture de Fidelio, ben, en fait c'est Léonore III. Hein, de quoi on parle dans un programme? Qu'est-ce qu'on trouve sur une pochette de disque? D'où est-ce qu'on va piocher une idée? Et puis en fait, qu'est-ce que c'est cette œuvre? Elle se situe comment dans la création du compositeur? Est-ce qu'il y a plusieurs versions? Est-ce que l'O Salutaris de Stradella, en fait, c'est Pietà Signore? Ça, il faut le savoir. Donc, il y a une forme d'expertise de notre répertoire que nous avons parfois, hein, et qu'il faut partager avec le chercheur. Et, mais il faut aussi être capable je crois, de s'emparer d'outils qui sont plus évolutifs et plus modernes et plus en phase avec notre temps que simplement les très bons guides Fayard hein, qui ont été faits, mais je pense qu'ils correspondaient mieux à la situation au début des années 2000 euh, et qui maintenant ne peuvent pas répondre à toutes les demandes qu'on nous fait. Donc, eh ben, je vais laisser la parole à Lucien qui va vous présenter le cœur du sujet qui était prévu pour ce webinaire. Et puis, je reviendrai poser des questions après. Merci Pierre, vous m'entendez? Oui, très bien. Bah, je me présente rapidement, vu que mon intervention n'était pas prévue. Donc, je m'appelle Lucia Pasini et je suis actuellement chercheuse postdoctorante à Berne, à l'Université de Berne en Suisse. Mais j'ai fait une thèse à la Sorbonne Nouvelle sur la mélodie française. Et c'est, disons, avec cette casquette-là que je suis là aujourd'hui parmi vous. Donc, comme le disait Pierre, je vais vous présenter deux bases de données. L'une, le répertoire de la mélodie française qui a été créé par François Leroux. L'autre, des aides, une base qui recense en fait des événements qui a été créés par Patrick Taïeb, Johan Ellar et Yannick Simon. Le focus va être quand même celui du répertoire vocal. Et ces deux bases contiennent largement les mêmes données, enfin pas complètement, mais largement. Et du coup, mon objectif va être un peu de vous expliquer comment on peut tirer des avantages de cette situation, parce que si les données sont les mêmes, la manière dont elles sont présentées et la manière dont on peut les interroger change d'une base à l'autre. Euh, et donc, de cette différence, on peut en fait tirer des avantages en tant qu'usager en faisant interagir les deux bases entre elles. Il y a aussi évidemment des limites des deux bases dont je vais parler également. Et je vais aussi essayer de vous expliquer rapidement comment on est arrivé à cette situation qui peut paraître assez étrange. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux bases qui s'occupent de la même chose? Je vais suivre un peu un fil chronologique, enfin en faisant un peu l'historique enfin, du répertoire de la mélodie française qui s'est transformé au fil des années, qui est donc cette base qui a été créée par François Leroux à la fin des années 90 et qui est en vérité le catalogue de sa collection personnelle de partitions de mélodie. Comme le disait Pierre, chaque entrée du répertoire de la mélodie française correspond à une partition qui se trouve dans l'appartement de François Leroux à Paris. Ce qui n'est pas le cas pour des aides, par exemple. Je voudrais... En fait, mon objectif, c'est qu'à l'issue de cette séance, vous pourrez vous-même vous emparer de ces outils et les utiliser directement. Donc, je vais essayer de vous montrer pratiquement comment ils fonctionnent afin que vous puissiez les prendre en main d'une manière assez aisée. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très Oui, bien. D'ailleurs,
quand je partage l'écran, je n'ai pas, enfin, je ne vois pas le chat, par exemple. Donc, s'il y a des questions qui apparaissent dans le chat, je vous prie de me les transmettre parce que moi, je ne le vois pas. Donc, voici comment se présente la première page de la base de François, du répertoire de la mélodie française. Il faut descendre un petit peu dans la page et on voit qu'il y a un formulaire avec lequel on peut interagir selon différents paramètres. Et, mais même avant d'arriver à cela, on peut avoir accès au répertoire dans son ensemble en passant à côté du formulaire et en cliquant sur répertoire, ce qui nous donne accès euh, au répertoire dans son ensemble à 32 088 mélodies qui sont recensées dans ce répertoire et qui se trouve, en fait, l'ordre dans lequel elles apparaissent, c'est l'ordre dans lequel elles ont été rentrées dans la base. Donc, les premières qui apparaissent sont les dernières à avoir été entrées dans la base. Cela ne fait en sorte que la consultation de ce répertoire dans son ensemble est très compliquée. Aussi parce que il faut passer page par page en allant à la fin de voilà, de la page et en cliquant page suivante, ce qui nous ramène voilà, à la page 2 de 1000 et quelques. Donc cela, évidemment, n'est pas très pratique si on veut consulter ce répertoire. Mais je voudrais quand même vous proposer de regarder une fiche dans le détail parce que vous voyez que ce qui apparaît ici, c'est le nom du compositeur avec ses dates de naissance et de mort, le titre de la mélodie et entre parenthèses l'incipit, le nom du poète, qui dans ce cas est le même que le compositeur. Et puis une petite précision ici qui nous dit que il a composé cette mélodie dans une langue qui n'existe pas, ce qui est quand même assez rare. Le titre du poème, qui dans ce cas n'est pas là, mais si on descend par exemple à cette mélodie de Paul-Albert Granier, on voit que le titre du poème est absente. Et puis il y a un commentaire qui nous présente des précisions différentes sur les éditions de ces mélodies, sur leur disponibilité en ligne sur des bases comme Gallica ou IMSLP et les créations, quand on a des informations sur la création. Et si on clique sur Fiche, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, je ne sais pas si vous la voyez, mais dans tous les cas, cette fenêtre qui s'ouvre donne plus ou moins les mêmes informations, mais plus dans le détail. Notamment, on a des informations en plus sur le poème. On sait de quelle collection il provient et quelle a été l'année de publication du poème. On peut lire la durée de la mélodie ou du cycle, quand il s'agit d'une mélodie qui fait partie d'un cycle, la tessiture, le type d'accompagnement, par exemple si c'est un accompagnement de piano, de quatuor à cordes, d'orchestre ou autre, les dédicaces, quand ces mélodies ont des dédicaces, et les enregistrements s'il y en a. Voilà, mais je reviens au formulaire qui nous accueille sur ce répertoire de la mélodie française pour vous montrer comment on peut utiliser ces outils de recherche. Vous voyez qu'on peut faire des recherches selon différents paramètres. Le compositeur, le pays qui est le pays de nationalité du compositeur. D'habitude, quand un compositeur a deux nationalités ou en fait a une nationalité mais a travaillé dans un autre pays que celui de sa nationalité, les deux sont renseignés. Le titre de la mélodie, le poète, le poème, la tessiture, ce qui peut être intéressant dans le cadre d'un cours de chant, les instruments d'accompagnement et cette dernière barre qui est peut-être un peu cryptique, en fait, indique simplement que ce que vous tapez ici sera recherché dans la dernière colonne du tableau qu'on a vu, la colonne des commentaires, qui contient notamment des informations sur les éditeurs, les recueils et les cycles, mais pas que. Donc en fait, on peut l'utiliser pour rechercher aussi autre chose. Par exemple, si vous tapez ici Gallica, vous aurez des mélodies qui sont disponibles sur Gallica, qui sortent. Donc vous aurez directement accès à la partition. Euh, voilà, on peut également combiner ces paramètres. Donc, par exemple, renseigner quelque chose dans la barre du compositeur et renseigner quelque chose d'autre dans la barre du poète. Je vais vous montrer rapidement. Je vais prendre comme exemple aujourd'hui le poète Jean Richepin.
qui est un poète français de la fin du 19e siècle, début 20e, parce que 2026 est le centenaire de sa mort. Il est mort en 1926. Et donc, ça peut être intéressant, par exemple, cette année, de remettre un peu au jour les mélodies qui ont été composées sur les poèmes de ce poète. Donc, si je tape ici Richepin, et puis je clique sur Rechercher, voici presque 300 mélodies qui sortent, qui sont les mises en musique des poèmes de Jean Richepin et que je peux consulter. Là aussi, vu que les mélodies sont au nombre de 300, en fait, je suis obligée pour les voir toutes à passer de page en page pendant 10 fois, ce qui est peut-être un peu encombrant comme méthode de consultation des résultats. Mais en revanche, si je cherche quelque chose de plus précis, si j'ai déjà par exemple des renseignements sur les mises en musique de Richepin, je peux taper ici Richepin, comme tout à l'heure. Et dans la barre du compositeur, je peux taper Forêt. Et voici que je peux voir les deux mélodies de Forêt sur des poèmes de Jean Richepin. Et vous voyez ici que les colonnes des commentaires sont très nourries. Il y a beaucoup d'informations parce que, évidemment, Forêt est un compositeur canonique, célèbre. On a beaucoup d'informations sur ses œuvres. Et donc, vous retrouvez ici aussi beaucoup d'informations. C'est pas le cas pour des compositeurs qui sont moins connus, dont on a, enfin, sur lesquels on a moins d'informations. Donc voici pour ce qui est de la base de François Leroux du répertoire de la Mélodie française. J'arrête rapidement le partage pour repartager ensuite parce que on arrive au moment où je vais vous parler en fait de pourquoi on a ressenti le besoin de téléverser toute cette base dans une autre base, c'est-à-dire des aides. Ce passage s'est fait en 2023, donc il y a 2 ans. Et la nécessité en était que d'un point de vue de l'infrastructure numérique, la base du répertoire de la mélodie française est malheureusement assez fragile. Ce sont des questions qui ne concernent pas forcément directement les contenus de la base, mais l'enveloppe. Mais cette enveloppe est malheureusement assez précaire parce que les personnes qui l'ont développée, en fait, l'ont fait plus ou moins dans leur temps libre. C'était pas leur travail. Et donc, on s'était posé la question de comment est-ce qu'on peut faire pour préserver ce patrimoine, pour qu'il y ait une sorte de sauvegarde si jamais quelque chose devait arriver à cette base qui la mettrait en péril. Et pour cela, justement, bah, il y a eu, disons, un peu une convergence de circonstances qui a fait que, déjà, d'une part, il y a eu un financement de l'Université Sorbonne Nouvelle qui a permis de faire cette manipulation. Et d'autre part, euh, la base des aides a voulu accueillir ces données. Et voilà, la base des aides que je vais donc présenter, il s'agit d'une base qui, au départ, recense des événements et non pas des œuvres. On a vu que la base de François, chaque entrée correspond à une œuvre. Tandis que dans des aides, le but de la création de cette base est de faire un catalogue d'événements musicaux, donc de concerts, de représentations d'opéra, aussi de représentations dans d'autres cadres comme des casinos, des salles balnéaires. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure qui après se présentent. Mais donc le but était différent et cela a aussi fait en sorte que la manière dont les œuvres sont décrites chez des aides est différente de la manière dont elles sont décrites dans la base de François. Et quand on s'est retrouvé à devoir aligner ces deux modalités de travail, bah, elles ne s'alignaient pas. Et cela en fait, a changé un petit peu la manière dont les mêmes données qu'on a chez François sont présentées chez des aides. On va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et donc, je vais repartager mon écran qui, pour le moment, voilà, et toujours sur la base de François, mais voici des aides. Donc, cette page est la page d'accueil de des aides, comme vous le voyez, archives et chronologie des spectacles. C'était son but primaire. Depuis quelques années, des aides a grandi et a accueilli également d'autres répertoires d'œuvres, non seulement le répertoire de la mélodie française, mais aussi le répertoire de l'opéra comique.
Donc toutes les œuvres qui ont été représentées à l'Opéra Comique existent dans cette base de données et c'est le modèle qu'on a pris quand on a fait le déménagement, entre guillemets, de la base de François vers cette plateforme. Euh, En fait, pour, euh, pour faire une recherche dans cette base, ce qu'on est amené à faire, c'est de taper ici où il y a marqué rechercher et puis d'écrire quelque chose qui nous intéresse. Donc, par exemple, Richepin. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'appellent Richepin et qui me sont suggérées par la base. Et donc, moi, je sais que le poète s'appelle Jean. Euh, et donc, je vais bien taper sur Jean Richepin si c'est ce que je veux voir. Mais avant de faire cela, je voudrais vous montrer d'autres manières de conduire des recherches dans cette base. Vous voyez ici qu'il y a ce petit menu déroulant qui s'appelle index. Et ces index, lieu, institution, œuvre, individu, etc., en fait, sont des index de tout ce type d'entités. Par exemple, si je vais sur l'index des œuvres, vous voyez ici qu'il y a une liste d'œuvres. Là aussi, la liste continue jusqu'à près de 4000 pages. Donc, je ne vais pas la consulter dans son intégralité, mais je peux rechercher non pas dans la base dans son ensemble, mais exclusivement dans les œuvres ici. Je peux par exemple écrire mélodie. Ça charge. Voilà. Donc, vous voyez que les œuvres qui ressortent ne sont pas toutes des mélodies françaises. On a en symphonie et en fantaisie. Mais la plupart sont des mélodies. Vous voyez ici dans la colonne du genre. En fait, cette recherche du terme que j'ai indiqué dans la barre ne se fait pas dans le titre de l'œuvre, mais dans toutes les informations qui sont renseignées sur cette œuvre, qui peuvent être beaucoup plus que son titre, évidemment. Euh, je vais vous montrer euh, l'affiche d'une des mélodies de Forêt que nous avons vues dans la base de François. Voilà, celle-ci, Larme, sur le poème homonyme de Richepin. Vous voyez qu'ici aussi, on a le titre, le genre, mélodie, l'incipit, entre guillemets, la tonalité, et puis un numéro d'opus et un numéro de catalogue, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour tous les compositeurs et pour toutes les œuvres, mais c'est le cas pour Fauré. Cette date-ci est la date de composition. Euh, on a des informations sur l'effectif, on a des informations sur la dédicataire de cette œuvre, à savoir la princesse de Polignac, qui est indiquée ici par son nom de naissance, Wina Reta Singer. Des notes qui contiennent des informations variées. Ah, là aussi, toutes les œuvres n'ont pas des notes, mais si on a des informations, elles sont là. Et euh, on a l'information de quel poème est mis en musique ici. Et en fait, plusieurs éléments dans cette page me permettent, si je clique dessus, de me déplacer sur leur page dans cette base de données. Par exemple, si je clique sur la princesse de Polignac, je vais voir l'affiche de la princesse de Polignac qui me donne un tas d'informations sur elle, dont par exemple toutes les œuvres dont elle est la dédicataire et qui sont pour la plupart des mélodies. Si je reviens et je vais voir le poème de Richepin, il y a une fiche pour ce poème et à la base de la fiche, je vois toutes les mises en musique de ce poème de Richepin qui sont toutes là et puis je peux me promener un petit peu dans cette base. Par exemple, si je vais ici, ça me permettra de vous montrer autre chose d'intéressant, à savoir que sur des aides, les cycles font l'objet d'une autre fiche par rapport aux mélodies qui les composent, ce qui n'est pas le cas chez le répertoire de la mélodie française, où le cycle, entre guillemets, n'existe pas. Il n'y a pas d'entrée pour un cycle, il y a des entrées pour chaque mélodie qui compose un cycle. Mais donc, si vous recherchez le titre du cycle dans la barre de recherche de la mélodie, vous n'allez pas avoir les résultats que vous souhaitez. Si vous cherchez un cycle, il faut le chercher dans la colonne des commentaires, parce que c'est là que les informations sur les cycles seront renseignées, alors qu'ici, on a par exemple ici la fiche du mélodie, l'arme, mais si je clique
voilà, sur la fiche du cycle, je vois des informations sur le cycle et je vois aussi toutes les mélodies qui composent ce cycle de César Cui, par exemple. Voilà. DZ permet aussi de chercher des événements. Tout d'abord, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un événement dans DZ. En prenant un événement au hasard, voici ce qui s'est passé le jeudi 14 mars 1918 à 15 heures à la salle Gaveau à Paris. On a ici aussi un tas d'informations. Par exemple, ici on a les interprètes qui ont interprété les œuvres. Euh, les interprètes ne se présentent pas toujours en tête de l'événement comme ça, mais parfois sont renseignés directement dans les œuvres. Ici aussi, on voit que ils sont renseignés à côté des œuvres qu'ils ont interprétées. Puis on a le programme avec l'ordre dans lequel on a joué ces œuvres, des notes. Là aussi, s'il y a des notes, des informations qui sont nécessaires, on les ajoute, et des sources. Donc on sait d'où ces informations viennent. Et le cas échéant, on peut avoir accès à ces sources indépendamment. Par exemple, il y a pas mal de sources qui sont sur Gallica. Donc, si on a cet intérêt, on peut aller les voir nous-mêmes. Et ce qui est intéressant peut-être pour vous ici, c'est que cela vous permet de voir euh, quelles sont les œuvres qui sont programmées ensemble. Un autre outil pour voir justement cela, c'est euh, par exemple, ah oui, ici on l'a pas. Bon, c'est pas grave. Peut-être je vous montre avec les préludes, ce qui n'est toujours pas carré. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer plus tard. Ce que je vous montre maintenant, en revanche, c'est comment chercher directement dans les événements. Jusqu'ici, on a regardé des œuvres et des personnes, mais si vous voulez rechercher directement dans les événements, c'est possible. Il suffit de cliquer ici sur événements pour avoir accès à l'ensemble des événements qui sont contenus dans cette plateforme et utiliser ce petit formulaire ici. Là aussi, on a la possibilité d'utiliser une barre de recherche libre où chaque mot que je tape va être cherché dans euh, l'ensemble des champs, en fait, l'ensemble des éléments qui constituent un événement. Par exemple, si j'écris mélodie et puis création et je clique sur filtrer, en fait, mon intention est de rechercher des événements où des mélodies ont été créées et je tombe tout de suite sur cet événement de 5 décembre 1830 où je vois que on a exécuté Irlande aux 9 mélodies imitées de l'anglais de Berlioz, mais je m'aperçois aussi que la création a eu lieu dans cet événement, ce n'est pas du tout celle de ces mélodies, mais c'est celle de la symphonie fantastique. Donc ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais en revanche, si je continue ma recherche en cumulant ici aussi des paramètres, et je me dis que je n'ai pas envie de voir des événements qui précèdent 1871, pourquoi pas, et je mets à jour mes résultats, voilà, en cliquant à nouveau sur filtrer. Ici, je me retrouve avec cet événement de février 1873, et si je vais regarder dans les détails, je vois que ce qui a été créé, c'est bien en mélodie, à savoir la chanson du pêcheur de Forêt sur un poème de Gautier. Donc vous voyez. Euh, je peux aussi ajouter d'autres paramètres. Par exemple, le lieu, je peux taper Paris. Et vous voyez que quand je tape quelque chose dans ces barres de recherche, en fait, il y a des suggestions qui apparaissent. Je peux, par exemple, m'intéresser aux événements qui ont eu lieu à Paris. Et je vois que c'est le même événement qui m'est restitué parce que oui, il a eu lieu à la salle Pleyel, mais la base, en fait, c'est que la salle Pleyel se trouve à Paris. Euh, voilà. Et ensuite, si je m'intéresse tout particulièrement à une œuvre, par exemple, la bonne chanson de Forêt, je tape bonne chanson, je vois qu'il y a tout un tas de suggestions qui apparaissent et je sais que la bonne chanson de Forêt est bien un cycle de mélodies et par exemple qu'il ne s'agit pas du recueil poétique de Verlaine qui a le même titre et je peux taper donc ici et choisir la bonne chanson cycle de mélodies et puis pardonnez-moi je dois voilà et puis je peux filtrer et là j'arrive à des exécutions de la bonne chanson de Forêt et je peux continuer à accumuler
les paramètres. Euh, je vais Oui, en fait, la raison pour laquelle il convient de conduire ses recherches en cliquant sur les événements et non pas sur les dossiers, c'est que dans les dossiers sont thématiques. Il y a toute une liste de dossiers que vous pouvez parcourir. Et si vous êtes intéressé par un thème en particulier, vous pouvez cliquer sur le dossier correspondant et vous aurez accès à des événements qui ont uniquement à faire avec ce thème. Mais si en revanche, vous voulez faire une recherche plus libre, où vous ne savez pas exactement à quoi, ce que vous voulez trouver, il est plus pratique de passer par les événements. Voilà, je pense être arrivée à la fin de ma présentation. J'espère d'avoir été claire, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour toute curiosité, évidemment, je serais ravie de pouvoir répondre. Sauf si on a des questions urgentes, je veux bien faire un complément tout de suite. Marianne, c'est bon? Ou il y a des questions tout de suite? Pardon. Non, je suis en train de regarder, il n'y a rien dans le chat. Et D'accord. est-ce que dans le... Alors, je fais juste une petite Hein. application mettons que je suis professeur de chant et que je fais une audition sur le thème de l'arbre ou de l'eau, parce que la communauté de communes me le demande, parce que c'est l'ouverture de la nouvelle piscine olympique. Je suis sur 2L, évidemment, je peux taper eau, source, je peux taper fleuve. Bon, je tape fleuve. Et là, c'est formidable parce que je peux quand même restreindre à ce que ce soit que des œuvres. Donc là, je n'ai plus que des œuvres. Et euh, on cherche effectivement à la fois dans les titres, mais on cherche aussi dans les autres versions du titre, on cherche aussi dans le texte. Et si jamais, comme c'était le cas tout à l'heure, on avait le poème complet qui était reproduit dans une fiche pour le poème, ce sera trouvé aussi. Donc, vous avez plus de résultats ici euh, que- qu'ailleurs. Euh, disons que c'est au moins comparable à ce qu'on a sur leader, oui c'est ça, leader.net ou .org, je ne sais jamais parce qu'ils ont changé, mais on a que les textes. Alors, euh, une autre manière de procéder qui va vous, vous plaire, c'est qu'on peut effectivement chercher par tessiture. Non pas en donnant quand même les notes les plus aiguës et les plus graves pour l'instant, ça ce sera un développement qui arrivera probablement, mais là si je fais une recherche dans les index par rôles et instruments, et que j'ai un élève contre-ténor, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Je tape contre-ténor. Eh bien, contre-ténor existe comme proposition. Alors, pour l'instant, ça ne va pas être attaché à beaucoup de répertoires, même si personnellement, j'ignorais que La Nuit de Pouchkine de Maurice Ohana était pour 12 voix, contre-ténor soliste et viol de gorge. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des interprètes. Et donc, je peux tout à fait aller chercher euh, euh, qu'est-ce qu'a chanté Paul-Antoine Benostjian en 2023. Donc là, évidemment, il aura chanté un rôle bien connu de Britten, mais ça pourrait être une mélodie, ça pourrait être un récital de Robert Expert. Je ne pense pas qu'on est rentré actuellement dans le récital de Robert Expert. Euh, mais on a déjà, alors voilà, c'est pas mal, en fait, je vais essayer de m'arrêter sur cette page. Voilà, on a des dédicaces, et donc je sais qu'il y a des mélodies, il y en a aussi beaucoup d'ailleurs, vous le savez, de Vincent Bouffaut, mais il y a des mélodies écrites pour Robert Expert, et donc qui sont pour une voix de contre-ténor. Je peux aller y regarder comme ça. Et puis effectivement, après, qu'est-ce qu'il a changé d'autre? Là, dans ce concert avec Marie Saint-Palais, bah, le Stabat Mater de Pergolèse, c'était pas la peine d'aller sur 2Z pour le trouver. Euh, mais mais ça peut donner d'autres choses, surtout si on est sur des répertoires plus anciens, évidemment, des contre-ténors qui donnent des concerts. Vous savez bien que ça fait pas longtemps et c'est pas des sujets qui ont encore été beaucoup étudiés dans 2Z, mais cette architecture collaborative fait que des dizaines de chercheurs vont rentrer des données et qu'on pourra y accéder. Donc, je voulais vous montrer ça parce que ce sont des potentialités qui vont se développer et qui permettent, à partir d'une tessiture, de trouver un événement et puis donc de trouver des dédicataires, c'est-à-dire, bah, voilà, on peut aller au lieu de chanter Suzanne des Noces de Figaro, on peut chanter un autre rôle que la même personne. Alors, j'aurais pu prendre Suzanne, mais je vais prendre un ténor pour changer. Je vais prendre Adolphe Nourri. Ben, on sait ce qu'il a chanté dans le Contori, par exemple, de Rossini,
mais on n'a pas forcément pensé qu'on pourrait aller chercher un air dans Gustave III d'Aubert ou encore dans Euryanthe, dans une version française. Donc, si je cherche du répertoire pour un élève, je peux aussi naviguer comme ça à partir de un classique qu'il chante avec facilité et aller chercher un truc absolument inconnu, mais parfois disponible sur Internet, dans lequel je vais trouver une petite romance, hein, pas forcément le grand air, mais quelque chose qui peut correspondre. Donc, c'est une façon de rebondir euh, dans cette base-là avec des interprètes, des dédicataires et tout ça. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était d'autres bases que vous connaissez certainement pour une part. La base Brahms, ça c'est ce qui va concerner plus la musique contemporaine, hein. J'avais parlé du centre de musique contemporaine, qui était, vous savez, la bibliothèque au-dessus de la Cité de la musique, à la Villette. Ouais. Est-ce que Euh, Pierre, tu veux bien oui. qu'on réponde à deux Ah questions oui, bien sûr, avant si de on a des passer à questions, il faut Brahms? répondre aux questions. Alors, il y avait une première, c'est est-ce qu'on peut rentrer librement dans des aides ou bien est-ce qu'on doit s'abonner? Alors oui, on rentre librement et non, vous n'aurez pas accès à toutes les données que Lucia et moi pouvons consulter parce que certaines sont en cours de relecture, certaines voilà, ne sont pas en mode public, mais la façon d'interroger les index, oui, c'est quand même la même, Oui, et si je peux bien sûr. rajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y a des données qui ne sont pas en accès libre, mais j'aurais tendance à dire le 95% des données le sont. Donc en fait, ce n'est qu'une partie moindre qui n'est pas en accès libre. Et la base de François, évidemment, elle aussi, elle est libre d'accès et de consultation. D'accord. Françoise, tu peux poser ta question aussi ou enfin ce qui est dans le chat Oui, là? parce que ça m'évoque une mélodie qui a été composée sur un poème qu'avait écrit une de mes élèves. Et la musique avait été écrite par un prof de musicologie là dans le Nord. Si on veut faire rentrer, elle n'est pas éditée parce que ça a été fait, enfin elle a été éditée par le compositeur. En leur demandant leurs avis, on peut faire rentrer cette pièce dans ses bases. Oui, en fait, enfin, moi, je parle pour le répertoire et pour des aides, pas pour Brahms, mais Oui, pour la base de François, vu qu'il s'agit effectivement de le catalogue de sa collection personnelle, il faudrait lui envoyer la partition par mail, d'accord. qu'il en ait un Oui, exemplaire. Et en ce qui concerne des aides, si vous me l'envoyez à moi, moi je peux la rentrer dans la base, on le fait avec plaisir d'ailleurs. Enfin, c'est une très bonne question. Et si d'autres parmi vous ont des cas similaires, en fait, je vous invite à nous en faire part parce qu'on est intéressé évidemment oui, parce par. que c'est une pièce intéressante qu'elle avait écrite pour son diplôme de fin de cursus, donc ça peut intéresser d'autres enseignants. Oui, oui. Bah, j'hésite à mettre l'adresse mail de François dans le chat parce qu'il n'est pas là pour donner son Oui, bien consentement, sûr, non mais mais je mets le mien. oui, Donc si vous m'envoyez, vous et, enfin je dis vous, oui, mais bien vous, sûr, oui, oui. si vous m'envoyez des partitions, enfin pour des aides, la partition n'est pas nécessaire, mais quelques informations sur ces œuvres, on est ravis Oui, de. parce que je pense à une autre pièce aussi qui a été créée spécialement en lien avec la classe de composition du Conservatoire de Lille, avec un petit effectif instrumental qui était très intéressante aussi pour une fin de cycle. Donc, bon, ok, merci. Oui, je voulais vous montrer d'ailleurs que sur la base de François, il y a des champs cachés, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas de champ dédicataire, mais si j'écris François Leroux, eh ben, ça me sort toutes les choses qu'il a créées, notamment avec Noël Lee, parce que c'est dans le champ commentaire. Vous pouvez faire ça aussi avec De Couture, et on a aussi Clémentine De Couture qui crée les mélodies de Nicolas Chevreau. Donc en fait, c'est possible, mais c'est pas, voilà, ça n'apparaît pas et c'est difficile il faut pratiquement savoir les choses avant de les taper. Normalement, c'est le champ éditeur. Donc là, si vous tapez Giraud, vous tombez sur, par exemple, des mélodies de Pauline Viardot. Donc François a été au courant que je les avais éditées. Et voilà, il fait un travail très rapide, hein. Ça, c'est des choses qui datent de l'an dernier, de l'été dernier. Donc il est très actif justement à raccrocher des nouveautés, euh, certaines qui n'ont pas encore, par exemple, de numéro de catalogue, mais j'étais en lien avec Christine Heitmann pour qu'on rajoute ces choses-là dans son catalogue, puisque sinon, c'est difficile d'identifier les œuvres, elles ne portent pas forcément le même nom tout le temps. Et donc, attendez, je reviens sur la base de François, parce que, oui, c'est ça. Euh, donc, on peut chercher, il faut penser à l'interroger éventuellement comme ça. Ça, dans deux aides, c'est plus évident.
Par contre, on peut chercher par tessiture, alors que dans 2Z, on a l'information, mais on ne peut pas encore vraiment chercher avec. Il faudrait créer un petit module. Euh, Ah oui, j'étais en train de vous parler donc euh, de ça. Euh, un autre cas de base, ça c'est intéressant parce que c'est une poétesse qui a inspiré pas mal de compositrices, c'est Marceline Dubord-Falmore. Euh, la question s'était aussi posée, pourquoi créer une nouvelle base alors qu'il existe des bases, notamment des bases de compositrices? Et on s'était rendu compte que, comme il s'agissait de travailler sur une poétesse, principalement, hein, elle a aussi chanté et puis composé, euh, et ben le problème, c'est qu'il y avait plusieurs versions des poèmes. Et il fallait savoir quelle version du poème. Et alors là, on était coincé parce que le titre, n'était pas une bonne indication. Même le incipit, c'est-à-dire les premiers vers ou le début du premier vers, ne permettait pas de distinguer et puis de savoir s'il y avait trois ou quatre strophes. Des fois, on a des textes pour lesquels il y a des strophes qu'on ne connaissait pas des éditions en recueil des poèmes. Donc, on a été obligé de construire une base spéciale. Et là aussi, vous avez téléchargeable en ligne pour tout ce qui est libre de droit, toutes les, beaucoup de partitions de romances du 19e siècle et du 20e siècle. Donc, que je vous invite à les découvrir. C'est Christine Planté qui s'occupe de cette association, qui était le professeur de littérature, spécialiste des études de genre en France, hein, précurseuse de ce travail-là. Euh, et voilà, il s'agit toujours d'écrire les œuvres de façon de plus en plus précise à cause de ces problèmes de comment rassembler ou pas des poèmes qui sont le même sans être tout à fait le même. Voilà, c'est en soi un poème. Est-ce qu'il y avait encore une chose dont il me paraissait important de parler euh, sur les multiples, la chasse au doublon, ça on l'a traité. Nous, on a aussi la question des transpositions et des traductions. Ça, 2Z le gère assez bien, euh, surtout la partie, euh, surtout la partie traduction. Aussi comment on appelle ça, enfin les arrangements pour cordes, voilà, ça peut être précisé, c'est des œuvres qui sont en lien. Je ne sais pas si je prends Asie par exemple de Ravel, dans chez Razad, vous devez avoir, voilà, il y a l'orchestration, elle existe à part, donc je peux avoir l'œuvre orchestration avec sa propre histoire de l'interprétation bien sûr, mais aussi si elle était transposée, ça pourrait être inscrit. Euh, Donc, ça vous donne un peu l'idée des critères. Si vous êtes habitué d'IMSLP, vous savez qu'on fait aussi très attention à quelle édition, on essaie de les dater. C'est tout un travail auquel on peut contribuer. Enfin, de fait, quand on commence à scanner des choses et à les mettre en ligne pour les mettre à disposition, ben, on est obligé de remplir des champs. Euh, Voilà. Et donc, c'est quand même assez intéressant de suivre un interprète parce que dans un récital, par exemple, de François Stenlas, ben, on va avoir une chose qui nous y a amené, un air un peu connu, et puis un autre air pas très connu. Et en plus, comme c'est Françoise qui l'a chanté, elle a peut-être la partition chez elle, donc je sais à qui m'adresser. Hein. Et puis je sais même, ça m'est arrivé, je sais même, avant on faisait ça sur les disques, si vous voulez. On se disait, bon, j'aimerais bien faire chanter ça à mes élèves, c'est un trio dans un oratorio comme ça. Est-ce que je connais quelqu'un dans la distribution? Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir la partition? Bon, bah là, c'est un peu la même question, mais élargie avec l'histoire des concerts. On peut essayer de remonter comme ça pour, voilà, pour mettre la main dessus. C'est quelque chose de très utile. Euh, est-ce qu'il y a des questions ou alors, moi je dirais, voilà, des besoins auxquels peut-être les bases peuvent répondre et qu'on n'a pas abordé. J'ai pensé aux auditions thématiques, j'ai pensé à la question de la typologie précise d'une personne qui nous fait penser à un collègue et puis on va retrouver un répertoire. Moi, je pense aux ensembles, les duos, les trios, tout ça, il y a ce qu'il faut, je suppose, aux petits Oui, ensembles comme ça de musique de chambre. oui. Alors attends, le plus simple serait de considérer que le trio, Ça rentre dans quoi? euh, ça existe comme ça. Alors, c'est pas le plus simple, là, mais ça fonctionne quand même. Alors, comment je vais réussir à le... Trio vocal, c'est classé à quoi? Ouais, Alors, ça existe. Ça, c'est des œuvres. C'est un type d'œuvre. Alors, ça, je crois qu'on n'y a pas accès par le système public. Alors, on peut, si tu veux, il y a plusieurs façons de le faire. Mais donc, je veux un trio de Bizet.
ou un quintet, pour qu'on soit sûr du fait qu'on identifie tous très bien de tête. Donc, il faut toujours mieux commencer par poser une question à laquelle on a la réponse. Voilà, si je tape quintet de Bizet, vous voyez, il me le trouve. Hmm. Donc, si je cherche un trio d'Alévi, là pardon, j'aurais dû effacer d'abord ce que j'avais écrit, ça c'est mon clavier qui capte pas très bien. Bon, là, il m'a trouvé, du coup, il a pensé à Ludovic et pas à Fromental, et puis il m'a trouvé le trio patriotique dans la Belle Hélène. Hmm. Donc, là, c'était pour qu'on tombe sur ce qu'on connaît, mais en fait, on peut donc trouver aussi ce qu'on connaît pas. Hmm. Il va pas te faire SATB, euh, Oui, c'est ça, oui. Hmm. mais je dirais, on va pas avoir besoin de lire des listes monstrueuses pour trouver ce qu'on cherche, parce que tu vas très vite penser à... Enfin, en croisant un petit peu les recherches, on peut y arriver. Ça va être Et par interprète. on peut vérifier après sur la partition, on peut la Ouais, voir facilement. Ouais. si je veux, je sais pas, si je veux un trio pour trois dames, comment ça se présente ici? Euh, eh ben, on est mort parce que la division de l'œuvre fait que c'est considéré comme étant dans l'introduction, donc que les trois dames Hmm. ne font pas l'objet d'un. Donc, si tu veux, il y a des limitations sur ce qui est. Bon, c'est pas des morceaux séparés, hein, Hmm. mais, euh, mais bon, les duos, tu vas les avoir. Et quand tu sais que c'est Pamina et Papageno, ben, là, il faut aussi le savoir, mais souvent, tu peux le savoir par la personne qui l'a créé, si c'est un rôle de quoi. Alors là, il faudrait prendre un exemple dans un répertoire plus étudié, qui serait par exemple, je sais pas, les Huguenots. Dans les Huguenots, tu vas avoir le duo La Super avec Basson, là. Je sais pas s'il a été beaucoup chanté. Bon, mettons que je prends la cavate d'Urbain. Tu peux savoir que Urbain, si ça veut bien charger, voilà, il a été chanté par ces filles-là. Et bah, donc, par exemple, Maria Dolores No. Et elle, t'as d'autres rôles qu'elle a créés, et puis tu as aussi tous ceux qu'elle a tenus Hmm. à une certaine époque. Donc tu peux comme ça, si à ce moment-là elle chantait les pages, et ben, tu vas trouver d'autres trucs de pages. Elle a certainement chanté le trio dans le Contori, par exemple. Donc on peut. Et puis bon, pour le Contori, c'était pas la peine, mais euh, pour l'étoile de Séville de William Balfe, eh ben, on serait pas tombé dessus comme ça. Hmm. Or, ça peut très bien être une chose dont le piano-chant est disponible en ligne. Donc, D'accord. sinon, ça vous donne pas de force. Si tu cherches des mélodies sur le thème de la voiture, t'auras la réponse tout de suite. Si tu cherches des choses un peu plus spécifiques, peut-être que c'est une façon d'ouvrir la porte, Hmm. mais que tu vas quand même à un moment devoir feuilleter des partitions pour vérifier ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Oui. Hmm. Ah oui. Ok. Lucia, tu peux peut-être rajouter quelque chose? Non, ça me semble très complet ce que tu viens de dire. Peut-être par rapport au trio, à la question du trio, il est possible de faire une recherche libre et puis de trier par œuvre, comme tu as fait tout à l'heure, pour l'exemple de Fleuve. Mhm. Mais Oui, globalement, je pense on a présenté l'ensemble des outils. Et puis, ce qui est aussi très bien dans cette base, c'est que il y en a beaucoup, enfin, à premier abord, ça peut sembler beaucoup de choses avec lesquelles il faut se familiariser. Mais l'avantage, en revanche, c'est qu'on peut très bien se promener à l'intérieur de la base en passant d'une chose à l'autre en suivant ses intérêts et c'est très fluide. Et donc, Mhm. finalement, c'est par cela, enfin, en utilisant des outils qui, en fait, sont complémentaires. Et donc, on arrive dans des plages inexplorées, finalement. Là, par exemple, je viens de faire le test pour trio soprano-ténor. Eh ben, le dominer non secundum, ça peut marcher, effectivement, mais pour mezzo lyrique. Celui-là, je le connais pas, mais c'est bien pour soprano, ténor, basse. Mhm. Qui est cette personne? Mhm. Randecker. Et ah bon, ah ben, on lui a dédicacé quelque chose. Et dans quel concert? Ah ben, c'était au Trocadéro pour les expositions universelles, peut-être.
qui sait chanter plein de choses curieuses. Mhm. Un madrigal pour chœur mixte à quatre voix, je suis renseigné, c'est bon. Une song de Bénédicte. Celle-là, on ne saura pas grand-chose dessus. Mais Mhm. D'accord. il y a des choses, il y a des pépites à trouver, c'est-à-dire on te donne un tamis, on te dit qu'il y a de l'or dans cette rivière. Euh, c'est- c'est- il y a une bonne densité de trucs à trouver. Hmm. Donc ça, D'accord. Ouais. Est-ce, Merci. est-ce que tu peux nous repréciser, enfin voir simplement, même si on l'a déjà vu, comment on arrive sur la page des œuvres à partir de recherches sur événements? alors, ce qu'on avait fait, c'était plutôt d'utiliser les index en cherchant des œuvres. Mais en fait, la recherche libre fonctionne très bien parce que si je dis Fleur des Bois, eh ben, je peux dire à cet endroit-là que je veux que des œuvres. Donc, tu vois, D'accord, le plus simple, c'est de commencer par la recherche libre et puis de filtrer. Parce que si je veux des individus, euh, si je veux pas des œuvres mais que des individus, il y en a pas. Par contre, si je veux des événements, là, il va y en avoir. d'accord. Olga, ça a bien Ou répondu des à... sources. Des sources, il y en a. Ouais. C'est-à-dire que il en est question parfois dans, euh, dans un programme qui est en ligne et dans lequel on peut chercher en plein texte. C'est de la folie. Des choses récentes, on en a plein, hein, parce que les programmes, justement, des compositeurs, des arrangements et des concerts du Conservatoire de Paris sont actuellement bien mis en ligne par l'équipe des chefs de département. Mhm. Et il y a une question qui me vient aussi. Toutes les partitions qui sortent actuellement, elles sont systématiquement versées, non. Non, Non, en fait, en ce qui concerne la base de François, c'est François lui-même qui renseigne manuellement les entrées. Et pour des aides, il y a une équipe un peu plus nombreuse. Mais là aussi, les entrées se font pour la plupart manuellement. Par exemple, dans le cas de l'importation du répertoire de la mélodie française vers des aides, on ne l'a pas fait manuellement, on l'a fait automatiquement. Mais d'une part, cela demande des moyens Bien financiers sûr, auxquels on n'a oui. pas toujours accès. Et d'autre part, c'est un peu l'exception parce que après, ces importations automatiques doivent faire l'objet de relecture, de contrôle, en fait, pour vérifier que toutes les informations sont bien passées. Et ça, on le fait manuellement. Et D'accord. vous pouvez vous imaginer que ça prend du temps. Ah bah Euh, oui, je me doute. donc, non. Non, je pensais aux partitions qui sont déposées à la SACEM, quoi, par les auteurs, quoi, par les compositeurs eux-mêmes. Non. Ils- Alors, il est possible qu'elles soient rentrées, mais cela ne se fait pas de manière systématique. Bien J'aurais tendance. sûr, ok. Non, en parce que fait, comme les je voyais qu'il y nouveautés, avait les créations, les dates, les événements et tout ça. Ok. alors, la source pour tu vois, les éditeurs, ils envoient les partitions à des gens qui en font une recension. Donc, tu vas trouver par la CMF, avec Sophie Nouchka qui était présente. Nous, on reçoit des partitions et on regarde ce qu'il y a dedans et on fait des recommandations. Hmm. Donc, ça, c'est un circuit. Et le circuit qui fait qu'on arrive dans 2Z, c'est du fait qu'il y ait un événement. Il faut qu'il y ait un concert. Le D'accord. concert, que parce qu'il est saisi, et là tu vois, c'est dans les journées de la composition ou la classe de percussion, là je suis sur la partie là, qui se passe au Conservatoire de Paris, si Hmm. la classe de direction d'orchestre dirige cette œuvre-là, et ben à ce D'accord. moment-là, Ok. tout le monde est rentré dans la base, Hmm. les interprètes, les éditeurs et tout le monde. Hmm. Ok. Merci. Donc dans des aides, il n'y a pas que la voix, il y a tout orchestre. Ouais, ok. Oui, tout à fait. Hmm. Bah beau boulot, hein, bravo, hein. Alors, quelles sont les prochaines nouveautés à attendre, Lucia? Les prochaines nouveautés des bases. Alors, du côté de François, la base, elle est en évolution continue. François est un travailleur infatigable, ce qui fait qu'il rentre mais presque quotidiennement des nouvelles partitions dans la base qui grandit, grandit. Chez DZ, il y a aussi un travail d'alimentation des données, de nouveaux événements sont rentrés, ce qui fait que des nouvelles œuvres sont rentrées, des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, etc., etc.
D'un point de vue, disons, de l'architecture de ces bases, celle de François est assez stable, tandis que DZ ont tendance à évoluer un peu plus marqué. Euh, En ce moment, DZ est en train de se lier à une autre base qui s'appelle, il me semble, Open Editor, mais je ne suis pas sûre, qui concerne les correspondances et les éditions en ligne de correspondance. Donc ce n'est pas tout à fait proche des sujets qu'on a traités aujourd'hui, mais c'est le prochain développement majeur qui va intéresser des aides. Et donc là, comme on voit, je vois 1647, c'est-à-dire que... Alors, je suis en train de euh, répondre à la question d'Olga, c'est ça? voilà, c'était ça. C'était sur quelle période travaille 2Z? Alors, moi, j'avais voulu créer l'événement mythique, évidemment, de Néron chantant en regardant le brûler Rome. Mais si on fait ça, vous comprenez qu'évidemment, il va donc y avoir 1647 qui va se retrouver là. Et là, on sera entre 0 et 1647 avec 0 événement. C'est comme ça que fonctionne actuellement la base d'ailleurs, présence compositrice. Sur demander à Clara, comme ils ont décidé que la première case en chronologie, c'était de 0 à 1500, eh ben, on a tout le temps, on est obligé de chercher les années là dans le dernier centimètre. Alors là, du coup, j'ai renoncé à cette chose et on a quand même une bonne densité d'événements à partir de la fin du XVIIe siècle. Mhm. Bon, D'accord. les gens travaillent quand même globalement entre Louis XVI et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très récentes par l'archivage. C'est un mode d'archivage maintenant pour le Conservatoire de Paris. D'accord. On te demande, Pierre, si tu veux reparler de Brahms et de musique contemporaine. Ouais, c'est possible ça. J'avais essayé de faire une donation qui était le fonds, comment il s'appelle? Que- Par la veuve. Attends, qu'est-ce qu'il est? Alors Brahms, on trouve des informations là-dessus. La base a changé, hein. Elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux. On peut chercher par commanditaire, par éditeur, par effectif, et ça c'est formidable si vous cherchez un truc vraiment euh, pour guitare et voix, par exemple. Alors attends, c'est pas comme ça que ça marche. Mettre d'abord la guitare, oui. Ensuite tu dis que tu veux la voix. Euh, voix, soliste, voix. C'était comment? Attends, je sais pas si je vais même pas réussir à mettre ténor, tu vois. Ou haute contre ténor. Allez, on y va. Et là, il te sort déjà des choses, hein. Il te trouve des œuvres pour. Et c'est bien précisé si c'est guitare électrique, donc t'as pas besoin d'ouvrir la notice si c'est pas ce que tu cherches. Donc c'est très adapté, tu vois, pour du Takemitsu, comme ça. C'est très bien. Et puis comme c'est des choses récentes, tu peux les commander chez l'éditeur. Hmm, Euh, donc, mais ce n'est vraiment que la musique contemporaine. ok. Une Les autre trucs question. les plus anciens sont des années 70. Alors, des fois, ils ont quand même pris tout le catalogue d'un compositeur, donc il y a du Britten un peu plus ancien. Ok. Et une autre question, est-ce qu'il y a des bases de données semblables dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a des choses... Bah, moi, je peux répondre partiellement à cette question. Euh, je, je ne suis pas au courant de bases qui sont consacrées qu'à la musique vocale, comme c'est le cas du répertoire de la Mélodie française dans d'autres pays. En revanche, il y a des bases, disons, proches. Par exemple, en Italie, il faudrait que je retrouve le lien, mais il y a une base qui fait le recensement des concerts donnés par la radio-télévision italienne depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas du tout dédié ni à la musique de chambre, évidemment, parce que la radio-télévision a un orchestre, donc c'est plutôt de la musique orchestrale, mais on a accès à tous les programmes où il y a aussi des œuvres, enfin pas forcément des mélodies, mais peut-être des leads pour voix orchestre ou quelque chose de ce genre. Et je profite de cette occasion pour vous présenter un moteur de recherche
auquel je n'avais pas pensé, mais qui peut être intéressant pour vous. Je repartage rapidement mon écran. Il s'appelle Musica Search. Et en fait, il s'agit juste d'un moteur de recherche, mais qui fédère plusieurs bases de données musicales, mais pas que. Euh, on a ici la liste des partenaires. Les partenaires scientifiques, en fait, sont les bases dans lesquelles enfin, les recherches, le moteur cherche. Vous voyez aussi enfin, des bases très spécialistes comme le Centre Xenakis ou Pierre Harry ou l'IRCAM qui sont spécifiquement musicales, mais aussi la BNF, France Archives, qui en fait, sont beaucoup plus larges. Et si je continue avec mon exemple, et si je veux chercher Jean Richepin et que je le cherche, vous voyez que mes résultats sont d'abord trois résultats de la personne de Jean Richepin. Celui-ci provient du Palazzetto Bruzane, qui est une institution qui est consacrée à la musique romantique française. DZ, vous voyez bien le logo de DZ. Le RISM, qui est le répertoire international des sources musicales. Et puis, on a des résultats qui proviennent pour la plupart presque entièrement de DZ et qui sont les mélodies de Richepin. Ce qui est bien aussi de ce moteur de recherche, c'est que je peux télécharger les résultats, ce qui n'est pas le cas pour les bases elles-mêmes. Je peux cliquer sur télécharger un CSV et je vais avoir un tableau qui est sur mon ordinateur local avec tous ces résultats, ce qui me permet de les consulter et de les manipuler, ce que je ne peux pas faire ici directement dans les bases. Mais si je les télécharge, en fait, j'ai la possibilité après d'y travailler dessus de la manière dont j'ai besoin. Voilà. Ok. Et là aussi, il y a des filtres, par exemple, bon, je pense que c'est une personne, on est bien d'accord, mais puisque je sais que c'est une personne et que je veux que ses œuvres, ah pardon, c'est l'inverse, je peux cliquer sur œuvres et vous voyez que les réponses, enfin les résultats de personnes disparaissent et que je n'aurai accès plus qu'aux œuvres. Et donc à ce moment-là, je pourrais par exemple télécharger la liste de ces œuvres sans bruit, entre guillemets, sans résultat qui en fait me renvoie vers autre chose. Voilà. Ok, vous avez vu que Pierre a remis dans le chat le lien sur la thèse de Lucia. C'est bien ça, Pierre, hein, c'est ce que tu as fait. Parfaitement. Voilà. Et Et puis, j'ajoute aussi que ma thèse, enfin un livre tiré de ma thèse va paraître au Classique Garnier dans un mois, fin février, sous le titre À l'écoute de la poésie, composition, interprétation, réception, 1891-1914. Voilà. hmm, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va peut-être être le moment de se dire au revoir? Est-ce que vous voulez nous faire une conclusion, Pierre et Lucia? Est-ce que, voilà. Ou Alors, sachez que, bien entendu, c'est enregistré, que vous pourrez réécouter, revoir cette présentation sur le site de la FPC et, bien entendu, pour les adhérents. Donc, ceux qui ne sont pas adhérents et qui veulent aller regarder, eh bien, il faut adhérer. Voilà, eh bien, je vais couper l'enregistrement et je vous souhaite un très bon début d'année à tous. Merci Lucia, merci Pierre. On se quitte peut-être Merci pas Lucia beaucoup pour forcément cette. tout de suite. C'était avec grand, grand plaisir.